Bonjour, Sama Karaki. Merci de nous accorder un peu de temps sur Mind Explorer. Mind Explorer, qui, je le rappelle, est une série d'interviews de chercheurs en sciences humaines. Une série dans laquelle on essaye de rassembler les conditions d'un savoir à la fois fiable et approfondi. Alors, vous commencez à être assez connu maintenant pour les gens qui s'intéressent aux neurosciences. Je vais quand même vous présenter rapidement. Vous êtes donc chercheur en neurosciences. Vous avez la particularité d'intégrer cette discipline dans votre connaissance plus large en sciences humaines, avec la sociologie notamment. Et puis vous avez, à côté de ce travail de recherche, beaucoup d'activités, comme la création du Brain Social Institute, la réalisation de podcasts sur France Inter qui parlent de créativité notamment, et puis l'écriture de 2 ouvrages, dont Le talent est une fiction, sur lequel vous avez été pas mal médiatisé. Le point commun que moi j'observe dans toutes ces activités, ça semble être votre volonté de créer les conditions, d'optimiser les conditions et de faciliter l'accès, d'un apprentissage pour tous, d'un meilleur apprentissage pour tous. Et donc ma première question, c'est, avec toute cette expérience que vous avez, votre connaissance en tant que chercheur, quel est le changement structurel prioritaire, principal, à mettre en place, dans les sciences pédagogiques et dans l'école, dans le système éducatif notamment? Hem, alors le changement structurel principal, ce serait, une question intéressante parce que ça veut dire il faut limiter un peu tout ce qui peut être fait et ça peut nous faire tomber dans un piège qu'on appelle le piège de la cause unique. C'est de considérer qu'il y a une cause unique, au mal-fonctionnement d'un système et qu'il y aurait donc une solution, une seule solution. Mais je dirais d'une manière générale, ça, d'ailleurs, on le réfléchit de plus en plus, c'est de considérer que ce cerveau qui arrive dans un environnement d'apprentissage, il n'est pas une page blanche, il porte déjà tout ce qu'il connaît déjà, mais il porte aussi tout ce qu'il vient de vivre, le sommeil qu'il a eu, la nourriture qu'il a pu ingérer, les expériences de soutien émotionnel ou d'absence de ce soutien émotionnel, les systèmes dans lesquels ce corps a émergé. Et donc, il y a une compréhension dans laquelle la biologie va être placée au centre de la société, et la société au centre de la biologie. En quelque sorte que on peut pas isoler, on peut pas considérer qu'il est possible que les conditions de vie des élèves sont égales quand ils arrivent dans un environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est s'il faut un changement structurel, un seul, ce serait d'admettre qu'il est impossible d'avoir des conditions de vie égales et donc de considérer que tous ces cerveaux peuvent absorber la connaissance de la même façon. Après, et c'est là, ça devient intéressant, ce que les neurosciences, ce qu'on appelle les neurosciences de l'éducation, peuvent amener comme des changements sur l'efficacité de l'apprentissage. Alors, on peut dire que les neurosciences peuvent amener à l'éducation ce que la biologie, dans le sens large, amène à la médecine, ou ce que les sciences physiques amènent à l'architecture. Ça veut dire de comprendre des mécanismes, pas dans leur complexité, mais des mécanismes justement dans des cas spécifiques, et puis en fait de les appliquer. Je peux en citer par exemple comment on retient une information. Voilà, ce qui est quand même comment fonctionne la mémoire. Et donc, en fait, les neurosciences de l'éducation nous montrent que des techniques simples, comme par exemple l'intercalage, ça veut dire c'est de visiter plusieurs concepts en même temps plutôt que de les diviser dans des concepts séparés. La récupération espacée, ce qu'on appelle la récupération espacée, c'est d'organiser le rappel de l'information dans le temps, donc la distribution de l'information dans le temps. Eh ben, en fait, cela peut révolutionner l'éducation. C'est-à-dire de comprendre que ce n'est pas cette semaine on va apprendre ça, la semaine d'après on va apprendre ça, qu'on va apprendre plusieurs concepts en même temps et qu'on va en fait avancer dans cette compréhension, comme si en fait on amène plusieurs concepts qu'on ne comprend pas très bien et puis on avance d'une manière espacée jusqu'à bien consolider l'information. Dans ce sens, l'apprentissage, il ne s'agit plus d'apprendre des concepts séparés, mais de les apprendre en comprenant les liens
qui équipent. Donc voilà, ça c'est bien sûr s'ajoute à ces connaissances tout ce que la recherche nous a permis de comprendre sur la dyscalculie, sur la dyslexie, sur le spectre autistique et sur l'importance de phénomènes physiologiques sur l'attention, la motivation. Donc tout cela est très passionnant et qui peut informer les politiques éducatives. Ok, donc vous voulez dire, il faut que ce soit plusieurs concepts, si je comprends bien, qui soient quand même sémantiquement liés dans l'apprentissage. Est-ce que c'est bien ça? Alors, ça veut dire que la manière avec laquelle nous avons appris les maths, qui d'une manière en fait séparée, on apprend les chiffres et puis on apprend l'addition et puis on apprend la probabilité. En fait, est-ce qu'il serait plus intéressant de croiser cela avec des expériences de la vie, avec la poésie par exemple, c'est-à-dire voilà, d'imaginer que l'apprentissage quand il a plus de sens pour le cerveau, quand il y a plusieurs concepts qui peuvent paraître séparés et qu'on les joint, de sorte à ce qu'il y ait un fil qui les tient ensemble, ça va complexifier l'apprentissage, mais ça va le rendre beaucoup plus absorbable par le cerveau. En fait, c'est simplement le constructivisme mais que les neurosciences viennent valider en quelque sorte que le cerveau apprend en donnant de sens et en creusant dans ce qui a déjà été appris. Et donc, voilà, donc ça, c'est des connaissances qui sont issues des neurosciences, tout en rappelant que on parle de deux problèmes quand on fait ce lien entre les neurosciences et puis la société ou l'école. On dit bridge too far et voilà. Donc bridge too far, ça veut dire que c'est très compliqué de faire ce lien. Et too far to bridge, ça veut dire que entre les neurosciences et l'éducation, et en fait ces deux domaines sont très éloignés pour qu'on puisse mettre un pont. Ça veut dire voilà, comprendre que dans la dyslexie, il n'y a pas assez d'activation dans le cortex préfrontal dorsolatéral. Bon, comment je peux utiliser cette information pour informer un curriculum scolaire? Et donc, il faut qu'il y ait d'autres formes d'expertise, d'autres formes de connaissances, des personnes du terrain, des psychologues, des chercheurs en éducation, et aussi les enseignants et enseignantes eux et elles-mêmes, qui peuvent en fait faire que ce pont puisse se produire. Oui, ça c'est très intéressant, effectivement. Dans la recherche, il y a cette tendance à être un peu hors sol. Donc, c'est bien d'avoir ces éléments continus pour intégrer progressivement dans l'expérience. Justement, comme vous êtes là-dedans, je voulais savoir si vos communications, vos réflexions sur les méthodes d'apprentissage, etc., ont pu avoir un certain impact dans le milieu scolaire et comment vous vous y prenez le cas échéant. Alors, un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est ce que dans la recherche, on sait que les croyances sur ses propres performances peuvent influencer les performances mêmes, ce qu'on parle d'état d'esprit. Et qu'en fait que cet état d'esprit peut être modifié en comprenant comment fonctionne l'apprentissage. Ça veut dire que les idées fixes que nous pouvons avoir sur l'intelligence ou sur la créativité, si nous pensons que ce sont des traits fixes, eh ben ça va influer sur notre motivation pour les développer. Donc ça, c'est des études qui ont été largement entreprises dans les sens de l'éducation. Et les neurosciences vont donner simplement en fait une validation biologique en démontrant la réaction d'un cerveau qui croit que l'intelligence est un trait fixe à l'erreur, par exemple. Je vais voir qu'il y a l'activation attentionnelle du cerveau, elle est diminuée. C'est-à-dire si je pense que l'intelligence est un trait fixe et je fais une erreur, je démissionne de cet apprentissage. Comparé à quelqu'un qui croit que l'intelligence est un trait qui est en développement, ben, je vais voir que la réaction du cerveau, donc toujours je suis en train de regarder en fait quelles structures du cerveau sont irriguées par le sang, c'est-à-dire vraiment les bases biologiques de ce qu'on est en train d'évoquer. Et en fait, ça continue. Voilà, je vois que les circuits ne sont pas désactivés, en quelque sorte, inhibés par cette erreur-là. Donc voilà, j'ai une validation biologique de quelque chose qui a été bien décrit en psychologie de l'éducation et en sciences de l'éducation dans le sens large, que l'importance des croyances donc sur les performances attentionnelles, qui sont quand même
à la base de l'apprentissage. Si je ne porte pas mon attention sur quelque chose, je ne suis pas en train d'investir de l'énergie pour apprendre. Et donc voilà, donc là il y a quelque chose qui est très intéressant, ça veut dire qu'il est possible d'imaginer comment peut-on travailler pas seulement sur l'efficacité de l'apprentissage, mais aussi sur la croyance de ces traits-là. Et on est heurté au fait que ces croyances ne sont pas juste fixes dans l'esprit des apprenants et apprenantes, mais aussi dans l'esprit des enseignants et enseignantes, des parents, de la société en général. Que par exemple, le trait d'intelligence sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est quelque chose qui est extrêmement partagé, que ce soit un trait fixe, et donc en fait avec tout ce qui l'entoure comme représentation de brillance. Pour préciser, vous faites référence aux théories implicites de l'intelligence qu'on peut avoir. Voilà, en fait, quand on dit théorie implicite, ça veut dire ce que je crois d'une manière tellement implicite que je ne sais même pas d'où émerge cette croyance. Et justement, c'est là où cela m'intéresse, que cette croyance, elle n'émerge pas du cerveau comme ça, elle émerge parce qu'elle est une conséquence aussi du regard qui a été porté sur nous, mais aussi si on appartient par exemple à un groupe qui a été considéré peu intelligent ou très intelligent, on va aussi intérioriser ce type de croyance. C'est pour ça que je ne considère pas que le combat pour agir sur les croyances, c'est un combat qu'il faut mener nécessairement auprès des individus, mais qu'il faut élargir au niveau des représentations plus larges du corps enseignant, des parents, de la société en général. Et aussi, bien sûr, ça englobe toutes les discriminations qui ont été historiquement faites sur l'intelligence de certains groupes par rapport à d'autres. Oui, c'est ça. C'est une de vos positions qui sont fortes, ça. Effectivement, moi qui viens de la psychologie, on parlait beaucoup des théories implicites de l'intelligence qu'on peut avoir individuellement. Si on croit que l'intelligence est fixe et ne peut pas évoluer, on sera, comme vous le disiez, moins réceptif aux erreurs qu'on peut faire et du coup, on aura tendance à moins apprendre que si on est dans une logique selon laquelle l'intelligence peut se développer. Et donc effectivement, ce que vous dites, c'est que ces croyances, on ne les développe pas personnellement, et c'est un petit peu l'erreur qu'on fait en psychologie. Il faut créer l'environnement qui favorise l'accès à ces croyances selon lesquelles l'intelligence se développe. Et de quelle manière ça pourrait être fait, ça? Alors, déjà, comme cette bataille, elle est très complexe et très large, parce que ça remonte aux représentations, comme je le disais, historiques. C'est-à-dire, par exemple, les filles intériorisent le fait qu'elles ne sont pas aussi bonnes en mathématiques que les garçons à partir de 6 ans. Donc, cela concerne toutes les représentations médiatiques et les représentations populaires que nous avons autour de cette compétence-là. Si nous voulons nous centrer sur ce qui est faisable, alors il est possible par exemple d'expliciter de quoi on parle. Ça veut dire que très tôt dans la vie, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Par exemple, c'est quoi l'intelligence? De quoi on est en train de parler? Et en fait, très vite, on peut, d'une manière très simple, expliciter qu'il ne s'agit pas seulement de la faculté de raisonnement telle qu'elle a été comprise quand je parle de facteur G ou de test de quotient intellectuel. Qu'il y a plusieurs sphères, facultés, qui peuvent d'ailleurs ne pas être liées entre elles. C'est-à-dire que je peux avoir une pensée divergente très élaborée et une lenteur dans certains processus mentaux, ce qui va faire que je suis lente en mathématiques, mais que je vais avoir une pensée divergente très élaborée qui va me permettre, par exemple, le trait visible de proposer des réflexions créatives. Et donc, si je mélange tout cela en un seul facteur, en un seul si je conceptualise tout cela en un seul facteur, communément appelé le facteur G, ou l'intelligence générale, je vais avoir une moyenne qui est basse, parce que le fait que je suis lente dans un processus mental va abaisser la moyenne générale. Alors en fait, ça ne me donne aucune indication sur de quoi il s'agit, qu'est-ce que je suis en train de mesurer, sachant que c'est des compétences qui peuvent être complètement indépendantes l'une de l'autre. Et c'est là, en fait, le frein essentiel à l'évaluation de l'intelligence, qui est qu'on est en train de considérer qu'il y a une moyenne générale qui peut englober des facteurs qui ne sont pas liés entre eux. Et donc, nous laisser passer à côté d'autres compétences. Et donc, en fait, ça ne
ça ne donne pas une bonne représentation de ce que c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Et donc, en fait, ça ne facilite pas l'idée de considérer que ce n'est pas une compétence fixe. Parce que quand on les dissocie l'une par rapport à l'autre, on va voir par exemple que la pensée divergente, en fait, c'est une compétence qui s'apprend, qui se développe aussi, tout comme la rapidité des processus mentaux. Donc il y a une forme de confusion, il y a une forme de confusion de ce que c'est ce qu'on est en train de tester. Et donc cela, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que les théories de l'implicite de l'intelligence ont été étudiées, c'est qu'on expliquait tout simplement, par des interventions, comment fonctionne l'apprentissage. De quoi on est en train de parler. Alors c'est très beau pour être vrai, mais Carol Dweck, qui a travaillé sur ces théories, montre qu'au bout d'un an d'intervention, on arrive à changer les croyances implicites sur l'intelligence et donc à influer directement sur les résultats des élèves. On peut le toucher dans nos vies personnelles. Si on croit par exemple qu'on est ou pas sportif, on est ou pas créatif et qu'on est libéré de ces considérations, en fait, on va tout de suite voir qu'on y va avec beaucoup plus d'entrain parce qu'on n'a plus cette idée qui nous fixe dans nos compétences. Ouais, j'entends. Donc si je résume, il faut clarifier ce qu'est la notion d'intelligence. Déjà, c'est pas un bloc monolithique, une seule dimension, la capacité de raisonnement qui ferait qu'on est tous hiérarchisés sur un même plan. Il y a différentes formes d'intelligence, ce qui peut éviter que les individus se découragent. Et puis, l'intelligence, c'est quelque chose qui se développe. Effectivement. Là où j'essaierai d'amener de la contradiction, c'est que ce fameux facteur G, qui en fait, qui est issu du fait que les psychologues ont constaté que lorsqu'un individu était doué dans un domaine, il avait tendance à être doué sur plusieurs autres domaines, et que donc potentiellement il y aurait un processus cognitif un peu transversal, oui voilà, qui permette d'améliorer tout ça. Justement, est-ce que c'est pas... Donc je comprends la logique dans laquelle vous voulez que... Il faut considérer qu'il y a différentes formes d'intelligence pour éviter de hiérarchiser les individus, mais quand même, est-ce que c'est pas important de se concentrer sur la potentielle existence de ce facteur G, qui, si on le trouve, permettrait qu'on l'étudie pour mieux les développer et permettre aux individus de largement révéler leur potentiel? Alors, il existe le facteur, on le calcule, hein, c'est un calcul psychologique, hein, c'est-à-dire que Spearman, le psychologue anglais qui l'a proposé, il voulait en fait répondre à cette question, est-ce qu'il est possible de conceptualiser toutes les facultés en un seul facteur? Alors par contre, l'erreur, c'est de supposer que le chiffre que j'obtiens peut prédire, c'est-à-dire c'est pas juste en fait moyenner, mais peut prédire l'étendue les scores des facultés. Alors ça va marcher pour les cas extrêmes. Je donne un exemple, c'est-à-dire que si j'ai un facteur G élevé, le risque qu'il y ait une faculté très basse devient un peu petit. Et donc, si j'ai un très haut facteur G, je peux prédire que toutes les facultés qui ont été testées sont élevées aussi. Si j'ai un tout petit facteur G, je peux prédire que toutes les facultés qui ont été testées sont aussi, les scores sont aussi bas. Donc, ça marche pour les extrêmes. Or, l'espèce humaine, nous, on est en grande majorité pas du tout au niveau des extrêmes. Et donc, ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, si j'ai une valeur moyenne, je ne peux pas prédire est-ce qu'au niveau de la faculté créative, est-ce qu'au niveau de la capacité de raisonnement, est-ce qu'au niveau de la capacité de discrimination, ça veut dire qu'ils sont des facultés de perception, comme ils ne sont pas liés entre elles, ça veut dire l'une n'entraîne pas l'autre. Et donc, si j'ai une valeur moyenne, la valeur prédictive de la variation entre les scores estimés et les scores obtenus et en fait ne devient plus explicative, ne devient plus prédictive. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, voilà, comme on ne peut moyenner, alors à partir d'une moyenne, je ne peux compter sur une fiabilité prédictive que si ce que je suis en train de mesurer est dépendant. Ça veut dire que ces scores soient dépendants les uns des autres.
Donc voilà, c'est un peu un des reproches que nous pouvons faire à cette considération, c'est que nous ne savons pas comment ces facteurs sont liés. Et bien sûr, s'il y a par exemple un retard développemental, il va affecter tous les scores que nous sommes en train d'étudier. Et donc, je vais avoir, par exemple, les scores de la capacité de perception, de la capacité de raisonnement, de la capacité de mémoire, qui sont tous affectés par ce retard développemental. Et à un autre extrême, je vais aussi avoir en fait, voilà, voilà, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe, les cas extrêmes. Voilà, donc ça devient en fait la limite de toute moyenne dans toutes les statistiques. C'est que est-ce que ça nous informe sur quelque chose qui nous permet d'avoir une forme d'échelle, ou est-ce que ça nous aide à prédire quoi que ce soit? Et c'est là la grande limite. Bien sûr, s'ajoute à cela comment on définit l'intelligence et qu'est-ce qu'on met derrière cette Ouais. définition. Donc, c'est très très clair, mais j'aimerais approfondir encore un peu. Comment dire? Prenons la mémoire de travail, par exemple. Donc, cette capacité qu'ont les individus ont à saisir, le nombre d'informations qu'on est capable de saisir d'un instant à l'autre. Et ça a été envisagé comme un potentiel processus cognitif qui puisse être un bon candidat au facteur G, quoi. C'est-à-dire que si j'ai une bonne mémoire de travail, je suis forcément plus réceptif à tout ce qui se passe autour de moi, ce qui définit potentiellement mes capacités de bien interagir socialement, puisque j'ai accès à plus d'informations, plus de signaux sociaux, et à la fois en mathématiques, je peux travailler avec plus de chiffres en même temps. Et donc, Oui. est-ce qu'il y a des processus, parce que dans votre définition de l'intelligence, j'ai compris l'idée que c'est un processus relativement nébuleux, et que donc c'est un peu maladroit de faire un trait direct avec un gène, et que donc ce serait un gène code pour l'intelligence globale, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais la critique que je retrouve pas, enfin, l'élément que je retrouve pas dans tous vos travaux, c'est le fait que entre la génétique, qui est très réductionniste, et l'intelligence, qui est très nébuleuse, justement, on met les sciences cognitives pour faire cet intermédiaire, justement. Et donc, l'intelligence peut se décomposer en plusieurs processus cognitifs, qui sont déjà plus épurés. Parmi ces processus cognitifs, il y en a qui sont plus importants, comme par exemple la mémoire de travail. Et donc là, on peut commencer à tirer un fil entre la génétique et l'intelligence, et avoir des facteurs prédominants dans l'intelligence. Est-ce que... Oui, je comprends. Mais même cette intelligence de travail, elle est aussi entraînable. Elle est aussi, ce n'est pas parce qu'on a simplifié le niveau qu'on est au niveau génétique. C'est-à-dire, en fait, les génétiques codent pour des protéines et pas pour une faculté, et pas pour une mémoire de travail. Et donc, nous sommes... Alors, j'aime bien un exemple que, par exemple, toutes les abeilles qui sont identiques génétiquement ne deviennent pas des reines. Alors, et ce n'est pas dans les gènes qu'on devient des reines, c'est si on a 15% de gelée royale dans la nourriture que les abeilles obtiennent. Donc ça, c'est pour vous dire, juste imaginer la différence entre une abeille reine, et ça c'est au niveau, on est dans les abeilles. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point les gènes ne codent pas pour un devenir. C'est une recette, en quelque sorte, qui peuvent nous donner des prédispositions davantage sur l'exemple que vous avez donné. Il est possible que génétiquement, on est câblé génétiquement pour avoir une prédisposition pour une rapidité au niveau de la mémoire de travail. Encore faut-il que l'environnement puisse permettre à cette prédisposition génétique de s'exprimer. Mais je prends par exemple la flexibilité mentale, qui est une faculté qui nécessite une inhibition, en quelque sorte, du processus de pensée. En fait, c'est une opposition à la rapidité du processus mental. C'est-à-dire que si je considère que la faculté d'intelligence, c'est celle de maximiser le traitement de l'information pour une utilité et donc pour résoudre le plus rapidement avec ce que j'ai comme information un problème donné, à un instant donné, en fait la flexibilité mentale, ou l'inhibition aussi, c'est une autre qui vient aussi s'ajouter, c'est ma capacité à venir faire une résistance cognitive à ce travail-là. Donc c'est quasiment une anti-mémoire de travail, ou une mémoire de travail qui vient s'opposer, qui vient surveiller cette mémoire de travail. Ce qu'on appelle pensée critique, métacognition, ce que vous voulez. En fait, si je considère que je veux valoriser cette forme-là
ben, elle est en opposition, elle est en compétition avec la première. Donc, qu'est-ce que je considère comme étant l'intelligence? Alors, après, c'est un consensus, on va décider entre nous. L'école l'a fait. L'école a décidé que c'est la rapidité des processus mentaux, c'est qui répond le premier. N'est-ce pas? Donc c'est un moment historique dans lequel on valorise la rapidité. Est-ce que on pourrait pas penser autrement? En fait, du coup, deux informations. Ce qu'on est en train d'évaluer à l'école, on passe à côté par exemple, de cette résistance cognitive. On n'a aucune idée en fait de sa présence. Si quelqu'un donne une bonne réponse, je ne sais pas s'il a fait un regard critique sur sa réponse. Aucune idée. Alors quelqu'un qui n'a pas donné de réponse ou qui s'est trompé, peut-être qu'il était en train de faire preuve de plus de résistance cognitive. Et la deuxième chose, c'est aussi donc de considérer qu'il y a une ligne directe prédictive entre ce que j'ai dans mes prédispositions génétiques et ce que ce corps devient. Et donc voilà, et ça c'est quelque chose que je pense qu'il n'y a pas un biologiste qui va prétendre que aujourd'hui que la part innée elle est écrasante par rapport à la part acquise, parce que nous savons que les prédispositions génétiques n'ont pas de sens s'ils ne se placent pas dans un environnement qui leur permet de s'exprimer ou pas. Oui, ok, c'est très clair. Effectivement, oui. Même s'il peut y avoir des processus un peu plus cognitifs élémentaires, à un moment donné, ils peuvent entrer en opposition et donc produire forcément des formes d'intelligence indépendantes et différentes. Oui, C'est ça et que je surtout de comprends. ne pas confondre biologie et génétique. Ça veut dire que le cerveau, c'est une biologie. Ça n'existait pas dans le gène. C'est-à-dire les gènes nous codaient pour des protéines, et après, il y a eu un développement. Et ce développement, il est déjà même dans la vie intra-utérine affecté par les stimulations environnementales ou l'absence de stimulation environnementale. Nous savons que déjà, le premier cri qui émane d'un bébé, il est affecté par la langue qui a été écoutée dans la vie intra-utérine, que la langue maternelle de la mère, enfin que la langue qui est parlée par la mère, pas la langue maternelle, la langue de la mère que le bébé écoutait, va influer son traitement de la perception linguistique, déjà à quelques jours de vie. Et donc, c'est pour vous dire à quel point notre perception du monde, elle est affectée, nos dispositions sont affectées par des vécus très singuliers et qui sont liés aux expériences de vie qui sont très singulières. C'est pas une question que j'avais prévue, mais en vous entendant parler, est-ce que vous pensez qu'on privilégie la vitesse sur la profondeur d'analyse, dans le système scolaire par exemple? Je dirais qu'on va privilégier la vitesse par rapport au processus, qui peut être profond, qui peut ne pas l'être, mais par rapport au comment j'élabore une pensée. Et c'est pas la fin de la pensée. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre à penser, c'est d'apprendre à formuler une pensée. La bonne réponse, c'est juste une signification que le processus a abouti. Voilà, mais si j'évalue les réponses, je n'ai aucune idée encore de comment le chantier du travail de la réponse a été fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là d'ailleurs ce que je disais au tout départ qu'il y a des stratégies que les sciences de l'éducation peuvent être très intéressantes pour élaborer, comme celle du retrieval ou du rappel actif de l'information. Ça veut dire que ce n'est pas juste de rabâcher, de reprendre l'information, de dire mais pourquoi tu penses ce que tu penses. Et en fait de faire ce travail actif, ce rappel actif, ce traitement actif de l'information qui permet d'apprendre, parce que je suis en train de creuser le chemin et de voir comment le chemin a été creusé. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être valorisé, mais par contre son instauration ne dépend pas de la bonne volonté de l'enseignant et de l'enseignante, ça dépend du temps aussi qu'on leur laisse, ça dépend des objectifs aussi. Est-ce qu'il faut finir un curriculum à la fin de l'année, ou parce que ça devient aussi plus compliqué à évaluer. Et donc, l'efficacité de l'évaluation d'une bonne réponse et de sa rapidité, c'est elle aujourd'hui qu'on privilégie en fait. C'est ce qu'on veut, un système qui puisse donner des quantifications de là où en est l'apprentissage. Je vous remercie pour cette réponse. J'aimerais qu'on consacre la deuxième partie de l'entretien
à une réflexion sur les sciences humaines. C'est un petit peu la signature de ce format Mind Explorer. Et vous avez une réflexion assez aboutie sur la recherche en sciences humaines, la manière de produire des connaissances de qualité dans ce domaine et de les appliquer aussi. Donc voilà, j'aimerais qu'on orienter les questions qui nous restent sur ce sujet-là. Ma première, pour être un peu généraliste au début, quels sont les problèmes principaux dans la recherche en sciences humaines aujourd'hui selon vous? Et comment produire de la meilleure recherche en sciences humaines et comment mieux l'appliquer? Bah, bien sûr, le problème principal à toute la recherche, c'est le manque de fonds, hein, ça c'est ce qui concerne tous. Après, quand on creuse dans les disciplines, c'est que partager avec toutes les disciplines, c'est une forme de résistance des disciplines l'une à l'autre. Donc c'est quelque chose, en tout cas, qui, moi, concerne mon travail. Une résistance qui est fondée par une histoire, par exemple, très réductionniste de la biologie. Par exemple, c'est-à-dire que ce réductionnisme ne veut pas dire, je veux le définir, hein, c'est-à-dire que d'étudier un phénomène complexe à un niveau qui est simple. C'est un peu ce qu'on fait et ce qu'on assume d'ailleurs. C'est-à-dire que on étudie une cellule, on étudie un neurone par exemple pour voir, on enregistre des neurones pour voir comment ils répondent à telle ou telle expérience, à tel ou tel facteur, à tel ou tel ingrédient. Donc le réductionnisme est problématique quand on va prétendre ne plus décrire mais prescrire. Ça veut dire ah, j'ai vu ça à tel niveau et donc il faut que dans la société on comprenne ce phénomène à travers ce prisme-là. Ah, Donc c'est quand on l'exemple des neurosciences, si vous pouvez prendre un exemple, s'il vous plaît, de votre domaine. alors par exemple, je vais voir que face à une récompense répétée, face à une stimulation, une récompense répétée, je vais avoir des circuits dans le cerveau et qui sont activés à l'attente de cette récompense et qui vont s'activer de façon de plus en plus forte, plus la récompense augmente. Principe de l'addiction et aussi principe de la consommation. Et donc, par exemple, je donne un exemple d'un des circuits, on appelle le striatum. Je vais voir que le striatum, qui est une petite partie qui est dans les couches profondes du cerveau, qui est activée quand on est en train de décrire de l'extérieur une expérience récompensante. Et donc, en fait, vous allez avoir des chercheurs qui vont considérer que le problème de la consommation, que le problème de notre recherche de pouvoir est le striatum. Alors, je suis en train de citer un exemple très, très populaire aujourd'hui. C'est-à-dire, vous allez avoir d'ailleurs un livre qui s'appelle Striatum, qui va renvoyer tous les problèmes de la société et surtout notre problème, notre inaction climatique, au fait que nous avons un striatum voilà, qui est dans notre cerveau et qui cherche toujours au plus de récompenses. Or, en fait, c'est une corrélation. C'est quelque chose que j'observe en même temps que l'expérience de nous. C'est ce qu'on appelle de naturalisme, c'est d'expliquer un phénomène qui est politique, un phénomène qui est social, en le renvoyant à une origine biologique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je peux comprendre, qu'on critique cette démarche-là. Alors qui est d'ailleurs pas du tout utilisée par les chercheurs et chercheuses eux et elles-mêmes. C'est-à-dire que les chercheurs, ça ne nous empêche pas d'étudier le striatum dans le laboratoire, et par contre, et d'ailleurs de le faire avec les méthodes les plus créatives possibles, mais de ne pas sauter ce pont entre ce que j'observe à un niveau simple, parce que c'est le principe même, c'est la méthode d'investigation des neurosciences qui exige cette simplicité, parce que je dois en fait simplifier l'environnement pour que je puisse créer des conditions contrôle, pour que je puisse voir ce que je suis en train de mesurer, et en fait d'oublier qu'on est dans un niveau simple, et puis de se prononcer sur des phénomènes plus complexes. Donc voilà, c'est un peu pour ces raisons, je suppose, que la grande partie de la résistance de certaines disciplines des sciences humaines s'oppose à la neuromanie, en quelque sorte, ou à cette fascination que nous pouvons porter pour les neurosciences. Or, bien sûr, il y a aussi d'autres étapes noires de l'histoire de la biologie, comme l'eugénisme, et comme la justification scientifique du racisme aussi, qui est toujours en fait d'expliquer quelque chose qui est un phénomène social et politique à un niveau qui est biologique, sans réel fondement scientifique dans ce cas. Mais même avec un bon fondement scientifique,
cette résistance, elle peut être résolue par une modestie, en quelque sorte, de chaque discipline qui reconnaît le niveau à laquelle elle regarde les choses. Moi, je suis passionnée par les neurosciences, donc je me passionne de regarder les phénomènes dans leur simplicité, au niveau de leur étude. Par contre, ce que je défends, mais je ne suis pas la seule, c'est la facilité avec laquelle cette observation peut être interprétée, peut être communiquée. Et en fait, on va avoir des compréhensions qui sont erronées, par exemple le gène de, la partie du cerveau qui, voilà, toutes ces neuromythes ou biologie de comptoir, voilà, c'est ça qui... Donc voilà, pour moi, cette résistance a beaucoup ralenti l'avancée des questions posées dans les différentes disciplines, le fait de pouvoir travailler sur des questions partagées et sur un vocabulaire aussi qui peut être partagé. Par exemple, le domaine des émotions, en fait, il est très compris de différentes façons parce qu'on n'utilise pas les mêmes vocabulaires pour appréhender ces concepts. Donc, il faut qu'il y ait moins de naïveté dans la compréhension des disciplines à l'intérieur et aussi de l'extérieur des données, mais aussi plus de tolérance des disciplines les unes envers les autres, qu'il n'y ait pas qu'il y ait ce qu'on appelle un impérialisme disciplinaire, l'une qui considère être maîtresse sur la compréhension sur la question qui vous concerne, qui concerne d'abord ce qu'on a évoqué, l'école. Les neuroscientifiques ne peuvent pas prétendre présenter des données qui se passent de tous les autres niveaux qui arrivent au cadre très complexe qu'est un environnement d'apprentissage. Ouais, et pour éviter de prendre un résultat scientifique pour tout de suite dire regardez, on a vu ça, il faut faire ça dans la société. Ce qui se passe dans un laboratoire est vrai pour ce qui se passe dans le laboratoire. Et donc, on ne peut pas traverser ce pont en sautant et donc en prescrivant. Ce n'est plus décrire ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est prescrire. C'est la différence, on dit, de ce qu'il est et de ce qu'il faut faire. Donc, what it is et what it should be. Mais une grande différence pour arriver à ce qu'il faut faire à l'école, ce qu'il faut faire à l'hôpital, ce qu'il faut faire au travail. Eh bien, en fait, il faut qu'on se mette ensemble. Bien. Alors, j'aimerais revenir sur un de vos chevaux de bataille, si on peut dire, qui est celui des différences biologiques entre les groupes humains, auxquels vous êtes assez hostile, parce que c'est factuellement faux et moralement pernicieux. Et je voulais savoir malgré tout s'il n'y avait pas une difficulté à penser la biologie en lien avec des questions sociétales ou politiques, parce qu'il y aurait un traumatisme en lien avec le siècle qui précède, la Deuxième Guerre mondiale, au cours duquel on se serait servi de la biologie pour hiérarchiser les individus. Donc Barbara Stiegler fait un peu ce constat qu'il y a un traumatisme lié au siècle qui nous précède, qui nous empêche de penser la biologie. Est-ce que vous pensez qu'il y a de ça? Oui, alors après, il y a des différences biologiques entre les groupes humains. Il y a des différences au niveau de nos organes reproducteurs, ce qui fait qu'il y a des groupes qui ont des organes reproducteurs différents que d'autres. Il y a des groupes qui ont des yeux plus bridés que d'autres. Il y a des groupes qui ont des couleurs de peau différentes que d'autres. Où est le problème? C'est de considérer que ces différences biologiques, de traits physiques, ou qui sont liées à la fonction reproductive, pour la question des hommes et des femmes, par exemple, ou le genre en général, va aussi pouvoir prédire des différences au niveau de certains traits intellectuels. C'est ça un peu qui m'importe. Ce n'est pas de dire que nous sommes semblables, mais c'est de signifier que le fait d'avoir tel organe reproducteur ou telle couleur de peau va prédire, voire déterminer un certain niveau d'intelligence ou de violence ou d'agressivité. Et c'est là où ce n'est pas juste une question qui est moralement discutable, c'est une question qui n'a pas de fondement scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il y a quelque chose qui est qui est lié
qui va en fait, d'ailleurs c'est un peu la base de l'essentialisme ou du racisme même, c'est de considérer que le fait d'avoir tel trait physique va être associé à des facultés intellectuelles. Voilà. Donc c'est là où cette question n'a pas de fondement scientifique et bien sûr, elle a été instrumentalisée pour ce qu'on appelle naturaliser des inégalités sociales. C'est-à-dire que il fallait trouver un argument séduisant, scientifique et donc robuste pour justifier le fait qu'il y a des accès différentiels à des positions de pouvoir. Et donc, on pouvait plus dire que c'est simplement parce que on est de telle ou telle naissance qu'on accède à telle ou telle position sociale, mais c'est parce que biologiquement, parce qu'on appartient à ce groupe, des facultés qui correspondent mieux que d'autres groupes pour pouvoir mener le pouvoir. Par exemple, que les femmes seraient biologiquement incapables de prendre des décisions rationnelles ou aussi bien que les hommes, et donc elles ne doivent pas avoir le droit de vote. Pas parce que c'est décidé pour organiser la société, mais pas parce que c'est un choix qui est politique, mais parce que biologiquement, il y a des limites à cette capacité décisionnelle que les femmes n'auraient pas. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle naturaliser les inégalités sociales. Donc c'est quelque chose qui peut être renvoyé à l'histoire du racisme, de l'eugénisme, mais qui continue à informer d'une manière plus subtile ce qu'on appelle le retour de la race en quelque sorte, mais qui concerne aussi d'autres implications. Alors c'est beaucoup plus hypocrite, mais on a encore les vestiges de ce type de pensée, avec la considération, par exemple, que certaines nationalités auraient plus de capacité dans tel ou tel domaine. Et donc c'est ça qui conduit encore à une racialisation du marché de travail, qu'on va considérer que les femmes, par exemple, sont plus aptes aux soins que les hommes. Et donc, en fait, on va avoir des écarts de genre dans certains métiers tech qui sont plus attribués à des traits masculins parce qu'on va supposer que les hommes ont plus de facilité d'orientation dans l'espace, liées à l'évolution de voilà, cette considération de psychologie évolutive. Donc, il ne faut pas refuter cet naturalisme et ce réductionnisme génétique juste pour son histoire. Il faut aussi toujours rester vigilant parce que l'instrumentalisation de cette vision-là, qui est fausse scientifiquement, il faut juste insister sur ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste parce que c'est comme ça, mais moralement, il ne faudra pas qu'on le dise ou qu'on le prescrive à partir de ces considérations, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fondement scientifique. Ce qui fait que tel groupe a des compétences inférieures à un autre groupe, ce qui peut être vrai, s'explique d'une manière écrasante par le vécu spécifique à ce groupe, par l'histoire spécifique à ce groupe. Et tant qu'on ne se penche pas sur l'ingrédient, sur le facteur qui a fait que telle population elle est moins ou plus compétente dans un domaine, on ne va pas résoudre les inégalités sociales. Oui. Alors, parce qu'effectivement, il y a le fait de hiérarchiser les droits humains, ce qui est difficilement entendable. Et là où je voudrais creuser, c'est sur les différences d'attrait pour certains domaines. Et typiquement, c'est très débattu, il y a cette différence qu'on observe dans le choix de carrière entre les hommes et les femmes. Donc vous, dans votre dernier livre, Le talent est une fiction, vous abordez ce fameux résultat dont on parle souvent, qu'on appelle le paradoxe de... Comment vous dites ? Genre STEM, ou STEM qui est métier de sciences, technologie, engineering et mathématiques. Oui, et le paradoxe selon lequel, dans les pays égalitaires, on observe plus de disparités dans les choix des métiers entre hommes et femmes que dans les pays qui ne sont pas égalitaires. Certains font l'interprétation de ce résultat comme étant le fruit du coup d'attraits différents, innés entre hommes et femmes. Et vous proposez une interprétation alternative. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? Oui, alors d'abord il faut préciser que la question des préférences, c'est aussi quelque chose qui est façonné par le vécu. On a l'impression que nos préférences émanent de nulle part.
encore de notre histoire, de nos ancêtres, parce on a soigné les bébés dans les cavernes pendant des siècles, et donc dans nos gènes, on porte cette préférence aux soins, ce qui est un argument de psychologie évolutive. Enfin, ça paraît comme un argument de psychologie évolutive, mais aussi un argument très masculiniste aujourd'hui, en tout cas utilisé pour dire que même si j'enlève toutes les barrières matérielles et les barrières de politique. Donc, si les institutions sont égalitaires au niveau des possibilités d'accès aux femmes à certains métiers, comme dans les pays les plus égalitaires, pays scandinaves par exemple, alors les préférences des femmes vont s'ajuster à cette égalité, et il y aura autant de femmes que d'hommes dans ces métiers-là. Et en fait, le paradoxe, il est que plus il y a d'égalité en quelque sorte, moins il y a de présence de femmes ou de choix de femmes dirigées vers ces métiers. Et c'est là où c'est intéressant de dire, si je donne le choix, en fait voilà, c'est parce que là il n'y a plus de différence de moyens, c'est le choix libre, qui paraît libre des femmes, qui est en question. Donc si ce choix est libre, cela signifie que c'est quelque part déterminé par nos gènes de préférer tel ou tel métier. Or, l'interprétation plus intéressante à proposer, c'est est-ce que ces préférences ne sont pas inscrites aussi dans la culture qui reste très masculine pour certains métiers. Et quand je donne le choix, je vais être plus attirée par là où je me sens le plus légitime. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Enfin, je ne dirais pas beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a autant de femmes que d'hommes dans les pays non égalitaires, dans ces métiers-là. C'est parce qu'il y a quelque chose à prouver, il y a une motivation à vouloir montrer que nous sommes capables d'autant de performances dans ces métiers que les hommes. Ça veut dire que l'aspect motivationnel, c'est un aspect culturel. Qu'est-ce qui fait que j'aime ? Qu'est-ce qui fait que je dirige mes choix, mes désirs ? Je les désire sur ce qui a été construit en moi, comme un endroit dans lequel je serai bien. Donc, même dans les pays scandinaves, si on creuse, d'ailleurs on n'a pas à creuser très profondément, on va voir que les stéréotypes qui accompagnent ces métiers, même si les politiques sont égalitaires, sont toujours genrés. Mais je voulais savoir, parce que ces stéréotypes qui sont présents dans les sociétés égalitaires, toujours de manière implicite, même si elles sont égalitaires, ils le sont aussi dans les sociétés inégalitaires. Et donc, pourquoi cette disparité davantage exacerbée dans les pays égalitaires pour toute chose égale par ailleurs, pour ainsi dire? Parce que le stéréotype étant le même d'un côté comme de l'autre, pourquoi il y a cette disparité? Parce que nos réactions aux stéréotypes ne sont pas les mêmes. Quand nous sommes dans des formes de pression, nous avons des motivations de se rebeller en quelque sorte contre les systèmes, contre les structures. D'ailleurs, je ne le dis pas par opinion, je dis parce qu'il y a des études aussi qui se penchent sur les choix de carrière des femmes, et on va voir qu'il y a à la fois un désir des femmes dans les pays non égalitaires d'accéder aux métiers qui leur permettent une stabilité économique, parce qu'il faut aussi rappeler que les pays non égalitaires, il y a aussi des fois une corrélation avec une incertitude socio-économique. Donc, ce qui fait que les femmes, quand elles rentrent dans le marché de travail, elles sont beaucoup plus motivées par les métiers qui leur permettent une certitude, une forme de stabilité économique. C'est là où elles se trouvent aujourd'hui, parce que nous sommes à une époque où ce sont ces métiers qui concentrent les richesses, les salaires qui sont les plus stables, parce qu'on sait aussi que dans le futur, c'est les métiers qui vont recruter le plus. Et donc, il y a une préoccupation économique qui est peut-être pas une priorité dans les pays qui sont plus égalitaires, parce que, comme par hasard, les pays scandinaves aussi ne sont pas dans une préoccupation économique autant, aujourd'hui encore, autant que les pays comme l'Albanie, comme l'Algérie, comme le Liban. Et donc, il y a aussi cette considération à rajouter. Et après, il y a aussi cette motivation de vouloir défaire un stéréotype. C'est-à-dire que si je pose la question à une femme norvégienne aujourd'hui, comme il y a cette
ce semblant d'avoir gagné la guerre, la guerre d'égalité entre les genres, il n'y a plus cette motivation aussi vivante. Je ne suis plus vraiment face à la question d'une manière quotidienne. Comme je travaille directement avec des femmes au Proche-Orient qui subissent des pressions encore très structurelles, elles sont de loin plus motivées pour s'émanciper. Et donc de pouvoir s'émanciper d'abord économiquement. C'est une préoccupation centrale pour elles. On n'a pas les mêmes considérations. D'ailleurs, c'est une opportunité aussi pour rappeler que quand on pense les causes féministes, on ne peut pas les penser hors de leur contexte. Et que certaines motivations de femmes qui nous paraissent de la France comme étant opprimées, ces femmes ont aussi beaucoup de choses à apprendre au niveau de la construction des motivations et au niveau en fait de détachement total de certains stéréotypes. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet, alors que ça va être beaucoup plus un sujet en Norvège parce qu'il y a des considérations culturelles autres. Ouais, l'explication est très convaincante. Et la raison pour laquelle j'ai essayé de creuser ça, c'est parce qu'il me semble que dans la volonté de promouvoir les métiers, donc enfin les filières STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et maths, vers lesquelles les femmes s'orientent peu, j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que dans le combat d'un stéréotype, ça peut se transformer en une certaine pression qui est mise. Récemment, j'ai écouté Cédric Villani, le mathématicien, dire qu'il y avait eu des campagnes de communication pour promouvoir ces fameuses filières STEM auprès des femmes, que ça n'avait pas fonctionné, que donc ils réitéraient l'opération et que si ça fonctionnait toujours pas, ils allaient directement auprès des étudiantes proposer des projets de thèse avec un chercheur affilié, etc. Et donc je voulais savoir s'il n'y avait pas, certes, des stéréotypes qui produisaient des injonctions envers les femmes. Une femme, ça doit faire ci, cela, alors qu'elles n'y sont pas forcément motivées, mais aussi un discours qui cherche à lutter contre un stéréotype et qui empêche les femmes de faire des choix. Oui, de faire des choix et d'aller vers ce qui les inspire, même oui. si... je ne suis pas contre ces interventions, ces tentatives. Je pense qu'elles sont symptomatiques. Ça veut dire qu'elles viennent résoudre la conséquence. Ça veut dire qu'elles ne seront pas suffisantes, en quelque sorte. Après, c'est clair que quelqu'un qui ne se sent pas légitime dans un milieu serait beaucoup plus motivé si on vient directement, par une action affirmative, lui montrer une motivation pour qu'il puisse intégrer, dans ce cas-là, pour qu'elle puisse intégrer une formation donnée. Je le sais parce que je travaille auprès des jeunes au moment de leur orientation et je sais que des fois, c'est une conversation directe qui permet de sonder les peurs, les motivations qui n'ont jamais été réfléchies aussi, des fois, qui n'ont jamais été amenées au niveau de la conscience. On le dit, implicite. Et donc, je ne suis pas contre ces mesures. Je ne pense pas qu'elles peuvent guérir la source du mal, qui concerne quelque chose de beaucoup plus large que l'année d'orientation ou qui concerne en fait toute la représentation que nous avons d'un métier. C'est-à-dire que si je pose la question à une enfant de 5-6 ans sur « décris-moi un ingénieur », elle va donner, d'ailleurs ça a été fait, d'une manière écrasante, ça va être l'image d'un homme. De la même façon, si je donne infirmière, d'ailleurs je dis infirmière, je dis un ingénieur et infirmière parce que ces stéréotypes se sont infiltrés même au niveau de notre représentation qui me vient à l'esprit et quand j'y pense. Donc ça, c'est un projet qui doit aller au-delà et qui doit prendre du temps, qui est en fait de celui de regarder ce que lisent les enfants, quelle série regardent les enfants, qui ont choisi pour représenter tel ou tel ministère, tel ou tel... Voilà, en fait, il y a aussi, encore une fois, ne pas tomber dans le piège de la cause unique. Ça, c'est quelque chose à faire. Se rajoute à ça la question des modèles, se rajoute à cela, en fait, aussi la communication des scientifiques aussi, sur la question de ces différences
infinitésimale sur l'orientation spatiale entre les hommes et les femmes, qui vont se transformer par un goût, je dirais pas par un coup de baguette magique, mais je dirais par un coup de simplification, de parcimonie journalistique en les hommes seraient plus câblés pour faire des maths, voilà. Donc en fait, il y a aussi une responsabilité partagée à plusieurs niveaux. Est-ce qu'il faut forcer le système à un moment donné? Est-ce qu'il faut le courber? Je trouve que ça peut être intéressant de le faire, c'est comme ça que ça a été fait. Quand on a permis aux femmes, par exemple, d'intégrer HEC, ça fait pas très longtemps, ça fait 50 ans, est-ce qu'on n'est pas allé voir des femmes pour leur parler de ces formations? Je suppose que si. Et aujourd'hui, ce n'est plus une question. Mais il aurait fallu donner ce capital informationnel. Parce que les désirs finissent par fermer la porte de la curiosité vers un domaine. Et donc, je ne sais même plus comment ça fonctionne. Là, on est en train de parler de l'accès des femmes aux métiers STEM. Parlons de l'accès, par exemple, de certaines spécialités, de certaines classes sociales, qui de la même façon n'ont pas accès à l'information, n'ont pas accès à la motivation. Et aussi, si je pose la question, ça va être « ça ne m'intéresse pas ». Ce n'est pas que je ne me pense pas capable. Et donc, vous voyez que l'action affirmative dans laquelle je force, dans laquelle elle est nécessaire, elle ne suffit pas. Parce qu'il faut, plutôt que de sauver quelques-uns et quelques-unes, il faut qu'on réfléchisse l'inégalité à sa source, qui est donc une responsabilité partagée. Oui, mais ce que je veux dire plus spécifiquement, c'est quelles sont les manières de bien faire pour éviter de mettre la pression, en fait. Oui, alors je ne pense pas qu'on est en train de tirer par force les femmes dans ces spécialités. Je pense, par exemple, qu'est-ce qui se passe à l'école normale supérieure pour qu'il y ait plus de femmes qui rentrent en mathématiques, c'est d'expliquer beaucoup plus parce que il y a un détachement de l'intérêt. Ça veut dire que il y a les mêmes résultats entre les filles et les garçons à la fin du parcours scolaire, et puis hop, on va voir un manque d'intérêt. Et donc peut-être que il est, comme on l'a fait pour le développement des traits de l'intelligence et la créativité, on a vu que expliquer comment fonctionne l'intelligence a changé les croyances implicites. Comme il s'agit là d'une croyance implicite qui s'est infiltrée jusqu'au désir, eh ben, peut-être aussi qu'il faut expliquer que en fait, il n'y a aucune raison de croire que c'est un lieu qui est masculin, que ce sont des traits qui est masculin. Rien que de regarder aujourd'hui des tests de stéréotypes au niveau de l'association de certains traits masculins, féminins avec des métiers, en fait, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau déjà de quand je vous dis personne soignante, vous allez avoir des traits très féminines, déjà très féminins. Déjà, l'idée de considérer qu'il y a des traits masculins et féminins au niveau de compétences humaines, c'est quelque chose à déconstruire, mais socialement. Quelque chose, parce que même dans certains programmes d'inclusion, on va dire des hommes avec des traits féminins et des femmes avec des traits masculins. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, donc en fait, il y a aussi, avec la présence de toutes ces couches de stéréotypes avec des strates qui remontent à très loin, qui remontent déjà au XVIIIe siècle, quand la science montrait par une taille de circonférence d'un cerveau que les hommes avaient la bonne circonférence ou les bonnes bosses plus tard avec la phrénologie. Il y a toute cette histoire qui continue avec les représentations populaires que nous avons sur les traits. Donc peut-être que oui, il faut aller voir certaines personnes les yeux dans les yeux et leur dire, avec toute cette histoire, il y a peut-être quelque chose à courber ou faciliter le chemin pour certains groupes pour courber une inégalité donnée. Je ne m'oppose pas à ces stratégies, je ne les considère juste pas suffisantes. Ok, c'est très clair. Dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, et dont vous avez déjà beaucoup parlé dans vos interventions, c'est la notion de libre arbitre. Je ne sais pas quelle est exactement votre position là-dessus, mais vraisemblablement, vous me dites si c'est un homme de paille ou pas, mais nous sommes globalement déterminés. Vous parlez d'une petite marge de manœuvre. J'aimerais savoir ce que vous entendez par cette petite marge de manœuvre et comment elle agit.
Donc cette marge de manœuvre, de libre arbitre, en fait, parmi tous nos déterminismes qui s'imposent à nous. Oui, alors libre arbitre, quand on dit libre arbitre, tout de suite, on a quelque chose qui est imaginé comme étant très exagéré par rapport à ce que je préfère appeler marge de manœuvre ou cette fine marge de puissance d'agir, qui, dans l'ensemble de ce que nous sommes, qui est une conséquence de tout ce que nous avons vécu, là, tout à l'heure, on a parlé que même nos désirs que nous pensons être peut-être notre souffle de liberté, mais sont aussi en fait conditionnés par ce que nous avons vécu. Donc ce qui nous reste, c'est ce que les chercheurs appellent le free want, qui est plutôt que le free will. Ça veut dire c'est que voilà, je suis guidée par tout ce que j'ai vécu, et puis je décide de ne pas, par exemple, euh, toute une histoire d'humiliation avec une journée mal passée, avec un niveau de fatigue, tout ça va me donner envie d'être en colère. Cette colère, elle n'est pas librement choisie, elle est la conséquence d'un niveau de cortisol très élevé dans mon système parce que j'ai subi des agresseurs tout au long de ma vie et puis encore plus aujourd'hui. Voilà, j'arrive, donc je suis prédisposée et une forte prédiction à ce que je vous agresse. Et puis, je décide de freiner cette détermination en quelque sorte. Donc, je décide de résister à tout ce qui me détermine. Je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir le faire. Et donc, je peux pouvoir le faire. J'ai cette puissance d'agir sur moi-même, de résister, finalement, de résister à ce que je suis, en quelque sorte. Et donc, c'est le contraire de la liberté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, si je me laisse librement agir, je serai en colère. Je vais confondre ça avec la liberté d'ailleurs, parce que j'ai l'impression de faire ce que j'ai envie de faire, alors que cette envie, elle est déterminée. Et la liberté, telle que je la définis, là, c'est de s'opposer à cette liberté-là. Ça veut dire de freiner, de résister à moi, de penser contre moi. Chose que nous pouvons faire, chose que nous apprenons aux enfants de faire, par exemple. Je veux dire, l'enfant, je comprends que tu sois en colère, je comprends que ça soit injuste à ton égard ce qui vient de se passer. Par contre, cet enfant, il est plus jeune que toi, il a piqué ton jeu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on le dit aux enfants. Donc, tu as envie d'être libre et de lui arracher le jeu, et je t'invite à avoir une résistance à cette liberté-là, et donc à agir contre toi. Alors, c'est possible, c'est très coûteux. C'est pour ça que je mesure la fine marge, parce que on n'est pas tout le temps en mesure d'activer cette résistance à soi. La majorité du temps, nous circulons avec des décisions qui sont déjà déterminées. Avec une petite méfiance que ce que je suis en train de vous raconter a été établi dans une circonstance de laboratoire, qui encore une fois ne ressemble pas à la complexité du compromis social que nous faisons. Ça veut dire de tous les affects qui peuvent nous traverser et qui peuvent soit nous aider à aller dans le sens de nos envies, soit contre nos envies. Notre besoin de conformité, par exemple, qui fait que je ne suis pas convaincue par un acte donné, mais je vais faire comme vous, parce que socialement, c'est plus intéressant qu'on se conforme. Donc, la question, elle est beaucoup plus complexe que le contexte de son étude dans le laboratoire de neurosciences, dans lequel on voit qu'il n'y a absolument pas du tout de liberté de décision, parce que le cerveau, il a déjà décidé avant notre prise de conscience. Voilà, donc il faut d'abord définir de quoi il s'agit. Si je suis mes envies, c'est peut-être la définition même de déterminisme, parce que je serai en train de suivre tout ce qui a construit ces envies, et donc je ne fais aucune preuve de puissance d'agir. Oui, je suis d'accord. Si on suit nos envies, on laisse libre cours à tout notre déterminisme. Mais si on fait preuve d'autocontrôle, il y a des causes à ça. Parce qu'on a justement, on a été éduqué à l'autocontrôle. Oui, bien sûr. Ce que je Le veux dire, self-control aussi, c'est quelque chose qui s'entraîne. à partir du moment où on est dans une perspective scientifique, il y aura forcément des causes à nos comportements. C'est ça que j'essaye de dire. Et donc, dans une perspective scientifique, on peut être autre chose que déterminé, quoi. Et donc, pour penser le libre arbitre, il faudrait sortir des fameux concepts a priori qui permettent la science. Je ne sais pas si vous avez lu Kant, mais en gros, le principe de cause à effet, tout ça, quoi. Alors,
Ce n'est pas parce qu'il y a une base à un comportement que c'en est la cause. C'est-à-dire qu'une causalité n'est pas nécessairement traçable. Ça veut dire que la complexité du comportement humain rend impossible de tracer des lignes directes qui font que pourquoi je me comporte comme ça, c'est à cause d'eux. En tout cas, rend inétudiable cette causalité. Et donc, je pense qu'on peut s'ambitionner de pouvoir le faire. Ce serait très complexe parce que les interactions sont à une complexité qui n'arrête pas de se complexifier à chaque instant de vie. Donc, par contre, la manière avec laquelle on apprend le monde, on explore le monde, en fait, elle repose sur tout ce qui nous entoure et toutes nos expériences vécues. Et donc, oui, on peut partir de ce postulat pour dire que nous ne sommes pas aussi libres qu'on le pense, que notre expérience vécue de la liberté, elle est exagérée parce que nous subissons le monde beaucoup plus qu'on le pense. Après, il reste une puissance d'agir qui est intéressante quand elle est mise dans l'altérité. Et ça, je veux dire avec l'autre. Ça veut dire que quand on s'organise collectivement, donc il y a quelque chose qui devient beaucoup plus possible. Donc cette puissance d'agir, elle est décuplée, elle prend sens. Oui. Mais même si les causes sont inaccessibles, elles sont bien là, quoi. Donc scientifiquement, je ne vais pas vous embêter trop avec ça, mais... Ce serait prétentieux de considérer qu'il est possible de les comprendre, de les tracer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que scientifiquement, on est déterminé, mais pour penser la responsabilité morale, par exemple, je vais prendre un exemple qui est difficile émotionnellement, volontairement. Un homme qui viole une femme, si on se place d'un point de vue purement scientifique, on va tracer toutes les causes qui expliquent ce comportement. Mais il faut qu'on lui donne une responsabilité morale, et donc là, on doit postuler le libre arbitre. Oui, alors en fait, oui, ce problème a été toujours posé, c'est-à-dire du moment où on considère qu'on est déterminé, ça veut dire elle est où notre responsabilité. Donc c'est pour ça que le freebond est un élément à amener ici. Ça veut dire que même si je suis... alors d'ailleurs, il ne suffit pas que je sois déterminée à violer pour violer, il faut aussi que je le puisse. Il faut aussi qu'il y ait un système qui rend cette action possible. Et donc, vous voyez, ça aussi, c'est déterminé par ce qui me dépasse. Et donc, bien, c'est toujours intéressant d'analyser ce qui rend cet acte possible, indépendamment de l'individu. C'est ça où c'est plus de la responsabilité des systèmes que de l'individu au niveau de la possibilité de le faire à un instant T. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais clair. Il y a un historien des guerres à qui on a posé la question qu'est-ce qui fait que des personnes puissent commettre un génocide? Et sa réponse, c'est parce qu'ils le peuvent, et bien sûr. Il fallait aussi qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus large que l'individu qui permet à ces horreurs de prendre lieu. Donc, par contre, au sein de cette possibilité collective, la responsabilité de l'individu, elle est toujours présente au niveau de la résistance cognitive qu'il fait, cette fois-ci encore plus fortement, parce qu'il non seulement il résiste à ses pulsions, il résiste aussi au groupe. Il résiste aussi à la démarche du groupe. Donc elle est toujours présente, elle est encore plus écrasée par l'énergie du groupe. Je me méfie énormément de la question de la pulsion avec la responsabilité morale qui vient l'inhiber. C'est-à-dire considérer que les pulsions, c'est des pulsions violentes, agressives, et que notre responsabilité individuelle vient les contrôler. Parce que ça renvoie à l'idée que nous sommes naturellement violents et que la responsabilité morale vient, par le libre arbitre, vient soit céder, soit résister à cette pulsion, qui est une vision un peu psychanalytique, avec un inconscient qui serait à éduquer, à contrôler.
parce que même ces pulsions sont aussi construites. Voilà. Donc, je ne réponds pas à cette question, du coup, complètement. Je dis que dans un acte isolé qu'on observe, on ne peut pas voir tous ces critères. On peut par contre dire quelle est du coup notre puissance d'agir sur cet acte de l'extérieur. Donc il y a, c'est là où ça devient plus large que l'individu. C'est là où la conversation dépasse la responsabilité de l'individu, qui elle dépend de notre vision de l'acte punitif, notre vision de la justice, est-ce qu'elle est réparatrice ou pas, voilà. Mais en tant que société, que peut-on faire pour que cet acte déjà ne soit pas possible, et ensuite pour que les pulsions, elles ne soient pas présentes. Voilà, c'est notre marge de manœuvre, à nous, société. Après, ce que l'individu fait quand il est face à sa pulsion et quand il est face à la possibilité de l'acte, je laisserai ça à ce concept que j'aime, qui est difficile à prouver, qui est quand on résiste à sa propre pulsion et quand on résiste en plus de ça à la possibilité que cette pulsion se réalise. Bon, et j'abats une bonne fois pour toutes mes cartes sur cette question. Ensuite, je laisse tomber cette question, mais globalement, c'est le cas aussi de François Bégodeau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la volonté de remettre en question la méritocratie, qui est louable, mais en le faisant, en détruisant la notion de libre arbitre, me semble dangereux. Parce que le libre arbitre, c'est pas seulement une barrière contre les pulsions, c'est aussi, pour moi, la pierre angulaire de la dignité humaine, si vous voulez. Quand je ne respecte pas le consentement de quelqu'un, c'est pas seulement que j'attends qu'il dise oui pour l'amener à faire ce qu'il veut. Je lui postule un libre arbitre pour être sûr que c'est ce qu'il veut, sans juste lui arracher un oui en le manipulant, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que... Mais tout ça, ça s'apprend. Cela s'apprend aussi de la même façon que les compétences de pensée. C'est-à-dire la méritocratie au niveau de la performance, qui fait qu'on accède parce qu'on a fait preuve de performance à un poste donné, et puis à un salaire, et puis à un mérite donné. On peut aussi l'appliquer à la morale. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une méritocratie morale dans laquelle je fais moi-même preuve de travail sur moi, donc je possède ma vertu librement et je la fais travailler, et puis donc je mérite un certain capital moral. Et vous seriez pour ? De la même façon que je considère qu'il y a un aspect qui conditionne nos performances, on en a cité énormément de critères aujourd'hui, ça veut dire dans quel récit nous sommes, quel dispositif, quelle nourriture, quel sommeil, quel état de stress, quelle méthode a été utilisée pour que je développe ma performance, ce qui mène à mon mérite finalement, qui est une équation de mes performances plus mon talent initial. En fait aussi, mes dispositions morales sont aussi une conséquence de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris. Donc je m'intéresse, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est le sujet de l'ouvrage sur lequel je travaille, je m'intéresse encore, du coup c'est un peu, on peut l'appeler la méritocratie morale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que certains gestes sont possibles pour certains. C'est ça aussi, c'est une question qui dépasse l'individu. Et parce que la question du consentement, pourquoi elle concernerait plus les hommes que les femmes ? Parce qu'il y a une possibilité beaucoup plus grande pour les hommes de forcer le consentement que pour les femmes. Tout simplement. C'est une possibilité qui est externe, qui est sociétale, qui est systémique, qui est narratif. En plus de cela, qu'est-ce qui fait que depuis l'éducation de l'enfant mâle, qu'est-ce qui fait qu'il internalise un pouvoir sur l'autre ? Voilà. Arrivé au moment de l'acte, tout ça joue. Arrivé au moment de l'acte dans lequel j'arrache ou je respecte un consentement, tout ça joue, plus ce que je laisse, parce que ce qui est difficilement étudiable, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui, porté par toute cette pensée du pouvoir, est porté par toute la possibilité de le faire, par exemple face à quelqu'un qui dort, par exemple. Ça veut dire tout est possible. Et je suppose que j'ai le pouvoir, parce qu'on me l'a toujours dit,
Qu'est-ce qui fait que je ne le ferai pas? Eh ben, en fait, ça, c'est là où la marche de l'individu, pour moi, reste une étude qui sort de mon essor. Moi, je vais m'intéresser à tout ce qui fait que c'est possible et tout ce qui fait que c'est ce que je porte en moi comme un désir à ce moment-là. Parce que pour moi, c'est là où la responsabilité, elle dépasse l'individu. Et le reste, il est peut-être la marge où la science ne pourra pas s'aventurer parce qu'on n'aura jamais la méthodologie, le protocole pour l'étudier. Qu'est-ce qui fait cet acte singulier de résistance à soi quand tout nous paraît permis? Oui, parce que si on empêche la possibilité de faire le mal, bon, Oui. Et donc, ça pour fait qu'il n'y a pas revenir, de mérite à faire le bien, quoi. C'est ça que je voilà, veux pour dire. revenir à la méritocratie, qu'elle soit au niveau de nos compétences et de notre rôle social ou que ce soit au niveau de nos vertus, la critique que je peux faire avec tant d'autres, c'est que prenez tout ce que nous avons cité, et puis en fait la méritocratie va tout centrer sur l'individu, va tout centrer sur le choix de cet individu à cet instant T, en invisibilisant toutes les restes de ces facteurs qui sont extérieurs à l'individu, qui une fois qu'on les résout, on est face en fait, à un courant beaucoup plus écrasant qui fait que cet individu n'est déjà pas devant la possibilité de nuire et en plus de cela, il ne porte pas cette pulsion de nuire. Oui. C'est Donc, beaucoup plus facile, non? mais il Beaucoup n'a plus pas de efficace. mérite, il n'a pas de mérite à faire le bien, quoi. C'est pas Alors, un élan oui, d'humanité, vous voyez ce que je veux dire? il faudrait encore qu'on s'intéresse à cette idée d'avoir le mérite d'eux. Il y a quand même, il y a d'autres choses qui peuvent nous passionner au-delà de cette centralité sur l'intention de l'individu. Mais ça, peut-être que c'est personnel, mais de tout ramener à ce que moi j'ai, ce que moi je creuse autour de moi, bah, ça peut nous intéresser, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui me préoccupe. C'est très clair. Vous avez parlé d'un projet d'écriture, est-ce que vous voulez nous en parler un peu ou c'est... Non, je ne pourrais pas. Mais bon, voilà, c'est une continuité indépendante, mais c'est toujours la recherche de la compréhension de ce qui nous fait de nous ce que nous sommes, avec toujours en fait cette transversalité entre les disciplines. Ben écoutez, c'est la fin de cette interview. Merci infiniment de vous être montré si aimable, autant dans l'organisation de l'interview que dans nos échanges actuellement. Et c'était vraiment intéressant. Merci à vous aussi.